Annie Genevard, bonjour. Bonjour. Donc présidente par intérim de LR et députée du Doubs. Avant de parler de votre éventuelle entrée au gouvernement, pour reprendre la question de David, parlons de la crise énergétique qui domine cette rentrée. Les députés LR ont annoncé hier qu'ils souhaitaient une commission d'enquête pour enquêter sur les choix stratégiques effectués dans le passé par la France. Pourquoi ? Parce que si nous sommes dans cette situation, ça n'est pas seulement dû à la guerre en Ukraine, c'est aussi dû aux choix politiques que la France a fait, qu'Emmanuel Macron et avant lui François Hollande ont fait en matière nucléaire. Depuis 10 ans, on affaiblit la filière nucléaire, on ferme des réacteurs pour satisfaire des accords politiques avec les Verts. On s'est privé d'une énergie propre, d'une énergie peu cher, et on est aujourd'hui dans la plus grande difficulté. EDF vend à perte son électricité et achète l'électricité à prix d'or. C'est absolument l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et là, nous avons des comptes à demander à Emmanuel Macron, qui se défausse sur François Hollande. Ça manque singulièrement d'élégance, parce que Fessenheim, c'est quand même lui qui l'a fermé. Et surtout, nous voulons, par cette commission d'enquête, faire des propositions pour reconstruire au plus vite cette filière nucléaire qui a fait quand même la fierté de la France et la force de la souveraineté énergétique de la France. Mais en enquêtant sur le passé, on va aussi trouver sous des présidents de droite peut-être des choix qui n'ont pas été toujours heureux. Du retard par exemple sur les énergies renouvelables qui seraient aujourd'hui précieuses. Oui, mais les énergies renouvelables, soit, mais on sait très bien que ça ne suffira pas à satisfaire la demande énergétique. Et les énergies renouvelables, elles ont prospéré à leur rythme, mais on ne peut pas en attendre non plus une couverture complète des besoins des Français. Bien sûr qu'il faut développer les énergies renouvelables, pas à n'importe quel prix, pas en couvrant les terres agricoles de panneaux photovoltaïques, pas en défigurant nos paysages avec de l'éolien proposé par des sociétés financières qui achètent à prix d'or l'accord des mers. Non, l'énergie alternative, l'énergie durable, elle est nécessaire à développer, mais elle ne suffira pas. Soutenez-vous le président qui demande aux Français un effort de sobriété dans les comportements de tous les jours ? Vous savez, je pense que les Français n'ont pas besoin d'être infantilisés parce que quand on paye l'énergie plus cher, la majorité des Français, que font-ils ? Ils baissent le chauffage. Enfin, est-ce qu'il est besoin d'expliquer aux Français qu'il faut chauffer moins ? Ils vont le faire d'eux-mêmes parce qu'ils ne pourront plus assumer le coût du chauffage. Par contre, ces conseils ne peuvent pas tenir lieu de politique énergétique. Il faut véritablement investir dans des nouveaux réacteurs, développer des petits réacteurs, relancer Astrid. C'est prévu, mais c'est pour 10 ans. Lutter, bien sûr, ça c'est le moyen terme, lutter contre les passoires énergétiques, décarboner les transports, doubler le fret ferroviaire. Il y a beaucoup de choses à faire en matière d'énergie. Alors évidemment, la mesure la plus faciale, c'est de dire, et immédiate, mais c'est le chauffage, mais les Français ne sont pas idiots, ils n'ont pas besoin d'avoir des conseils qu'ils vont appliquer d'eux-mêmes. Soutenez-vous le projet de contribution européenne sur les opérateurs d'énergie qui ont fait beaucoup de bénéfices. Solution franco-allemande, ça permettrait d'éviter le débat sur la taxe sur les super-profits en France. Il faut se poser la question des profits de crise. Si la crise engendre des profits considérables, il faut s'interroger sur leur redistribution partielle. L'impôt... Vous savez, la France est la championne des taxes. Je vous rappelle qu'entre la France et l'Allemagne, il y a une différence de 150 milliards en matière de pression fiscale. Donc, moi, je pense que la piste de l'impôt... En plus, l'impôt va au fisc, il va à l'État, et dont on connaît la voracité. Pas forcément aux Français. Et pas forcément aux Français. Donc, si on ne fait pas de taxes, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que l'incitation, et d'ailleurs on l'a vu avec Total a consenti une remise de 30 centimes d'euros sur les carburants sous la pression du gouvernement. Mais comment voulez-vous demander à EDF, à qui on vient de ponctionner 8 milliards d'euros et dont on a fragilisé les équilibres financiers ? Alors moi je pense que le président de la République cherche à esquiver ce débat. À la place d'une taxe nationale, il propose une contribution européenne de façon à mieux faire passer la pilule, mais il n'éteindra pas le débat parce que la France insoumise est acharnée. C'est quand même une proposition des insoumis. Ce que je voudrais dire sur cette question, c'est qu'une fois de plus, le gouvernement navigue à vue, puisque Bruno Le Maire y est opposé, Elisabeth Borne n'y est pas hostile.
Donc, ça va se trancher lors du débat budgétaire? Ça va se trancher lors du débat budgétaire, mais ça sera une des stars du débat budgétaire. Avec peut-être l'arbitrage des députés LR qui pèseront aussi sur ces choix. C'est possible. Ce que je constate, c'est que quand même, finalement, ce débat Le Maire-Borne, taxe versus contribution, ça illustre bien le caractère très composite de la majorité d'Emmanuel Macron. On l'a vu pendant 5 ans, ça éclate à nouveau dans cette affaire. Mais on paye aussi l'inconséquence de la politique énergétique qui a été conduite par nos dirigeants depuis 10 ans. Et ça, si vous voulez, il faut quand même que chacun assume sa responsabilité. Lorsqu'Emmanuel Macron dit moi, je ne suis pas responsable, la décision politique avait été prise par François Hollande. Depuis quand un politique ne peut pas défaire ou interrompre un processus qu'un de ses prédécesseurs Le président Macron a étalé cette politique de freinage du nucléaire, il avait redonné 10 ans. Oui, mais il aurait pu faire demi-tour sur Fessenheim, parce que quand même l'agence de sûreté nucléaire conteste le caractère dangereux de la centrale. Elle était entretenue. Si maintenant on a, je crois, 30 réacteurs à l'arrêt, c'est parce que y a eu une démobilisation complète de la filière nucléaire. Songez quand même que la réduction du nombre de centrales est toujours dans la loi. Livrer du gaz aux Allemands cet hiver en échange d'électricité, ça c'est une bonne politique de solidarité européenne? Bon, si la France n'y perd pas de plume, parce que si on écoute Emmanuel Macron, nos capacités gazières sont importantes. Donc il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il faut aussi voir... Vous savez, les Français sont dans une situation très difficile, et les entreprises et les collectivités. Les piscines ferment partout, on est obligé de réduire le niveau de service à la population. Quant aux entreprises, elles nous appellent au secours. Je ne sais pas, on va assister à une désindustrialisation absolument considérable. L'envolée des prix de l'énergie, la dernière entreprise qui m'a appelé passe de 40 000 à 500 000. Ils vont mettre la clé sous la porte. Ils ne peuvent pas. La future loi de travail passe au Conseil des ministres aujourd'hui. Les Républicains voteront-ils la réforme de l'assurance chômage qui veut inciter à la reprise d'emploi? Alors, si j'ai bien lu ce qu'il va y avoir dans cette loi, et d'ailleurs, Elisabeth Borne l'avait dit lors de sa déclaration de politique générale, il s'agit de prolonger l'existant. Vous savez que l'indemnisation du chômage a été réformée, et cette réforme n'a été mise en œuvre qu'en 2021, courant 2021. Donc la Première ministre a annoncé que cette loi permettait de prolonger cette réforme de l'indemnisation du chômage. Donc prolonger l'existant, je pense que c'est totalement insuffisant. La meilleure preuve, c'est qu'on a quand même 3 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A. Et de la pénurie de main-d'œuvre. Et une pénurie de main-d'œuvre qui éclate partout. Alors que faut-il faire? Alors ça veut dire qu'il faut... Alors il y a 2 phénomènes qu'il faut corriger. Il y a le phénomène des refus de CDI. Au fond, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de salariés refusent des CDI pour pouvoir enchaîner des périodes de travail et des périodes de chômage. Et ça, il faut pouvoir corriger. C'est une dérive du système, c'est un abus de la solidarité nationale, ça met en péril les comptes sociaux, donc il faut pouvoir corriger cela. Et il faut pouvoir, sans tarder, former rapidement là où on a un manque de main-d'œuvre qui oblige certaines entreprises à réduire la voilure, refuser du travail ou parfois même fermer. Donc moi, ce que j'attends de cette loi travail, c'est que, comme toujours, les mots semblent forts, c'est que les faits et les mesures soient à la hauteur. Pourquoi ne pas participer au Conseil national de la refondation qui sera lancé demain pour faire avancer ces idées? Vous savez, Emmanuel Macron a toujours privilégié, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, ces grandes instances, ces grands messes. Il y a eu, bien sûr, le grand débat pour éteindre la colère des Gilets jaunes. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, pour éteindre l'inquiétude et l'hostilité de ceux qui veulent la décroissance pour sauver la planète. Et puis, il y a eu une quantité d'états généraux de Ségur, de Beauvau, de Grenelle. Ce sont les dialogues de Bercy. Voilà. Donc, le constat, il est fait.
On sait tout de la situation. Et c'est un constat, bon, je ne dis pas qu'il est partagé par tous, évidemment pas, mais par beaucoup. Donc on sait ce qu'on doit faire. On sait que l'hôpital public doit être débureaucratisé. On sait que l'école pêche sur la transmission des savoirs essentiels. On sait que on va devoir affronter la grande réforme de la dépendance. Donc il faut des lois maintenant. Maintenant il faut agir. Ouais. Maintenant il faut des lois, il faut agir. Si vous voulez, la procrastination, le fait de toujours remettre au moyen de ces grands rassemblements, de ces grands dialogues, de remettre l'action à plus tard, c'est pas possible. Votre parti, les Républicains, aura un nouveau président le 3 décembre. Est-ce que vous pouvez encore candidater vous-même? Vous avez jusqu'au 3 octobre. Je peux encore. Vous y réfléchissez? Écoutez, la réponse est imminente. Très bien. Nous attendons cette réponse, mais il y a peut-être d'abord la nécessité d'avoir une femme dans cette compétition et puis une voix gaulliste différente. Alors, clairement, je pense que ce serait à soi seul un vrai facteur de nouveauté et de renouvellement que d'avoir une femme à la tête du mouvement. D'autre part, j'en connais parfaitement les rouages puisque j'en ai été la secrétaire générale, puis la vice-présidente et maintenant la présidente. Et puis, je crois avoir donné des preuves de loyauté infaillible à ma famille politique et d'être très engagée, d'avoir des convictions fortes. Mais voilà, c'est une élection, il y a des candidats très déterminés. Vous disiez avant l'été à ce micro, il faudrait désigner un vrai présidentiable, mais qui sache rassembler. Ça ne sera pas le cas, on n'est pas en 2027. Ce ne sera pas le cas. C'était dans nos habitudes, si je puis dire, et dans notre ADN. Mais voilà, il faut prendre acte du fait que le ou les présidentiables possibles n'ont pas souhaité prendre la présidence du parti. Ils ont souhaité se placer finalement au-dessus de la mêlée. Et donc votre figure arbitrale a toute sa légitimité. Tout à fait, mais je crois que ça implique qu'on redéfinisse le rôle des partis aussi. Les partis sont plus des incubateurs de présidentiables, ils sont autre chose, ils sont indispensables à la démocratie évidemment, ils sont le lieu où s'élabore une pensée politique, où se débattent des choix, où s'élaborent des stratégies, où se met en place un outil de conquête électorale. Et ça, vous savez faire. Et ça, je sais faire comme un certain nombre de mes petits camarades qui sont dans les starting blocks. Eh bien, Annie Genevard, peut-être future candidate à la présidence des LR. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Christophe Barbier. Merci beaucoup Christophe. Et demain jeudi 8 septembre, votre invité sera Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine.